Bonsoir à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints si nombreux. On est déjà presque 140 et puis les retardataires nous rejoindront. On était plus de 300 inscrits pour la conférence de ce soir. Donc on va traiter d'un sujet qui, je pense, vous concerne tous sur la sécurité de toutes les applications que vous pouvez utiliser au quotidien. Je pense que vous en utilisez au moins tous une, que ce soit WhatsApp, Telegram, Signal ou autre. Donc c'est un sujet qui est enfin, dans l'actualité en ce moment et plus que jamais. Et donc, on reçoit Mathieu et Thomas, qui sont respectivement CEO et CTO d'Olvid, pour nous parler de ce sujet-là. Pour rappel, avant de leur passer la main, donc la conférence est enregistrée, elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube TVAEGE. Et vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, donc tout au long de la conférence. Et elles seront posées à nos deux intervenants en fin d'intervention. Je leur poserai, donc vous inquiétez pas. Toutes les questions seront traitées. Et si on n'a pas le temps de répondre à certaines questions, elles leur seront transmises et on pourra y répondre après. Donc, dans tous les cas, toutes les questions seront considérées. Je vous remercie beaucoup d'être venus si nombreux et je vous souhaite une excellente conférence. Et messieurs, je vous laisse la scène. C'est à vous. Allez. Merci Jérôme. Donc on va vous parler d'Olvid, mais vraiment pas que. On va vous parler d'applications de messagerie, de chiffrement, d'authentification, de mail, de toutes sortes de choses. Juste avant ça, l'équipe qui a conçu Olvid, donc c'est moi, Thomas Benir, donc je suis le CEO, je suis docteur en cryptographie de l'EPFL. À côté de moi, j'ai Mathieu Finias, qui est notre CTO, qui lui aussi est docteur en cryptographie, pas de l'EPFL, mais de l'INRIA. Il est par ailleurs cofondateur de Siebel Angel. Nous avons, et vous ne le voyez pas, mais juste à côté, Cédric Sylvestre, qui est au business développement et qui a fait l'ESCP, il n'est pas docteur en cryptographie. Et Jacques-André Bondy, qui est derrière le chat et qui vous répondra aussi, je pense, qui est au product and marketing et qui a fait l'IEG international. Juste un tout petit mot sur Olvid. Donc, c'est une messagerie instantanée qui fait du chiffrement de bout en bout, qui a connu un essor dingue cette année. On a gagné, en gros, les plus grands prix possibles en cybersécurité, dont le prix du jury du FIC en 2020, le prix de l'innovation des assises cette année aussi, et le prix du public des assises. Donc, le sujet de la conférence, ce n'est pas Olvid, c'est plus généralement, est-ce que vous pouvez faire confiance à WhatsApp, à Telegram, à Signal et à toutes les autres messageries? Donc, un petit exécutif summary parce qu'il est tard et que c'est important d'avoir les idées claires pour la fin. Non. Je vais prendre quelques notes. L'agenda un peu plus détaillé, c'est le suivant. On va vous parler de mail, puisqu'au commencement était le mail, et on va voir que le mail, évidemment, est non sûr de manière générale, mais qu'il y a eu pas mal de tentatives pour essayer de le sécuriser en faisant en particulier du chiffrement de bout en bout. Ça nous permettra d'introduire cette notion-là. On verra qu'il y a essentiellement deux façons de réaliser ce chiffrement de bout en bout. Un, ça s'appelle PGP, l'autre façon s'appelle SMIME. Vous allez voir, c'est assez simple. Et une fois qu'on aura fini avec le mail et qu'on aura compris ces concepts-là, on va vous parler effectivement de messagerie instantanée, de choses beaucoup plus modernes comme WhatsApp, comme Signal, comme Telegram et plein d'autres que vous connaissez peut-être. Ensuite, on vous expliquera assez rapidement en quoi Olvid est fondamentalement différent de toutes ces autres messageries qu'on aura citées au préalable. Et ensuite, on passera à la très bonne partie, une partie partie tuto sur les bonnes questions à se poser quand vous utilisez une solution de manière générale, pas seulement une messagerie, mais une solution. Quelle est la sécurité qu'elle vous apporte et qu'est-ce que vous pouvez en attendre. Donc, on va commencer avec le mail. Donc, au commencement était le mail. Donc, nous avons nos deux protagonistes que nous allons suivre pendant toute la durée de cette conférence, Alice et Bob. Comme d'habitude, en cryptographie, on appelle toujours les protagonistes Alice et Bob. Alice a l'idée d'être chez Wanadu pour son adresse email et Bob est chez Gmail et les deux veulent s'échanger un email. De manière générale, les gens, quand ils pensent au mail, ils ne sont pas des fans de technique, quand ils pensent au mail, ils voient le mail exactement comme ça. Donc, ils composent un mail, il y a un from, alice@wanadu.fr, il y a un to, bob@gmail.com, et il y a un sujet, hello, un body, toutes sortes de choses. Et concrètement, on a le sentiment que les choses se passent de manière assez directe. Évidemment, en pratique, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. En pratique, ça ressemble plus à ça. Donc, le mail rédigé par Alice, en fait, il va aller sur le serveur de Wanadu, on appelle ça un serveur SMTP. Ce serveur SMTP de Wanadu va constater que ce mail, il est pour quelqu'un qui est chez Google, donc il va envoyer ça directement ou pas directement d'ailleurs au serveur SMTP de Google qui va notifier Bob, qui va pouvoir enfin aller chercher le message. Et là, il y a un paquet d'endroits où les choses peuvent mal se passer en termes de confidentialité, en termes de modification potentielle du message. Alors, les deux endroits
on peut vérifier que les choses se passent correctement, c'est le lien direct entre Alice et son serveur SMTP et le lien direct entre Bob et son serveur SMTP. Parce que là, vous avez la possibilité de vérifier que vous avez bien une connexion qui est sécurisée entre votre ordinateur ou votre téléphone et le serveur SMTP qui vous fournit le mail. En revanche, après, vous n'avez pas la moindre idée de ce qui peut se passer. En particulier, pour commencer, le mail que Alice a envoyé va être stocké en clair sur les serveurs de Wanadu. Le serveur de Wanadu, il va envoyer ce message au serveur de Google. Entre les deux, vous n'avez aucune garantie, si ce n'est parfois de belles promesses, que le mail va être chiffré en transit. Potentiellement, il est envoyé totalement en clair. Sur le serveur de Google, il est évidemment stocké en clair. Et donc, ça fait au moins 3 endroits où les choses peuvent très mal se passer pour la confidentialité, pour l'intégrité du message que Alice a envoyé. La solution à ce problème-là, c'est quoi? C'est le chiffrement de bout en bout. Alors, on va vous expliquer en 2 mots à quoi ça, ce qu'on dit par là. Donc, on repart au début. On a Alice à gauche et Bob à droite. Elle rédige son mail de manière parfaitement normale et il se trouve que dans cette situation, elle a accès à une boîte. Une boîte qui lui a été donnée par Bob, une boîte spéciale dans laquelle elle peut mettre son message, une boîte qu'elle peut fermer à double tour et qui ne peut être ouverte que par une seule personne, c'est par Bob. Elle fait ça, elle met son message dedans, elle ferme la boîte et ensuite elle envoie, non pas le message, mais la boîte contenant le message sur le réseau. Cette boîte arrive sur le serveur de Wanadu qui ne peut pas ouvrir la boîte, qui sait juste que c'est à destination de bob@gmail.com. Cette boîte est donc envoyée au serveur de Google qui ne peut toujours pas lire le message puisqu'il est stocké dans la boîte. Cette boîte est envoyée à Bob qui est le seul à connaître la combinaison qui va bien pour l'ouvrir, l'ouvre et découvre le message. Ça, c'est le fameux chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire que, comme vous avez pu le constater, en fait, pendant tout le trajet de ce message sur Internet, il est resté chiffré, il n'a jamais été déchiffré à aucun moment. Il a été chiffré au départ et déchiffré exclusivement à l'arrivée chez Bob. Le tour est joué. C'est aussi simple que ça. La vraie question, qui est centrale et dont, grosso modo, personne ne parle, tout le monde parle de chiffrement, mais personne ne parle de la question fondamentale, c'est d'où vient cette boîte? Comment est-ce que Alice a pu se procurer cette fameuse boîte qui lui a permis de faire ce fameux chiffrement de bout en bout? Quand on parle de mail, il y a 2 solutions essentiellement. Une qui s'appelle PGP, pour Pretty Good Privacy, et l'autre qui s'appelle SMIME. Alors, on va juste décrire très rapidement les deux parce qu'elles sont fondamentalement différentes dans leur philosophie, si vous voulez. Alors, on commence avec PGP. PGP, comment ça marche? Bob, il a créé sa boîte et il aimerait la transmettre à Alice. Quoi de plus simple? On est sur Internet, hop, il l'envoie par exemple par mail et Alice reçoit la boîte de Bob. Alors attention, cette fameuse boîte, elle a été transportée dans un mail, donc elle a été transportée par définition sur un canal non sûr. Ça veut dire que la boîte que Alice reçoit, elle n'a aucune garantie, enfin Alice n'a aucune garantie que cette boîte, c'est très exactement celle qu'a envoyée Bob. Peut-être que cette boîte a été pervertie, manipulée, échangée par une autre, soit par les serveurs par lesquels cette boîte est passée, soit entre les 2 serveurs, donc à l'insu même de Wanadu et de Google. Bref, Alice n'a aucune garantie que cette boîte est bien celle que Bob a voulu lui transmettre. Comment est-ce que PGP résout le problème? Eh bien, PGP vous demande de faire la chose suivante. Il demande à Alice de téléphoner à Bob et il demande à Alice et Bob de s'échanger 40 caractères en hexadécimal. L'exemple que j'ai là, c'est il faut que Alice téléphone à Bob, qu'elle reconnaisse la boîte Bob et tout, donc ils discutent un peu et après elle lui dit 96FA19A7, je vous épargne le reste, c'est extrêmement pénible. Voilà. Donc c'est très pénible, 40 caractères en hexadécimal. Ce qui est important, c'est que c'est pénible, mais ça suffit. Ça suffit pourquoi? Parce que ces caractères sont échangés sur un canal authentique, c'est-à-dire un canal sur lequel Alice sait qu'elle est en train de parler à Bob, Bob sait qu'il est en train qu'il est en train de parler à Alice. Ce canal n'a pas besoin d'être confidentiel, c'est la magie de la cryptographie. Par contre, il doit être authentique au sens où les 2 parties doivent savoir avec qui elles sont en train de discuter. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans cette solution, c'est qu'en utilisant un canal non sûr pour transférer la boîte et un canal authentique sur lequel on transmet 40 caractères en hexadécimal, eh bien, on arrive à apporter une solution qui est sûre à la fin. Pénible, mais sûre. Alors, le problème de PGP, vous l'avez deviné, c'est que cette vérification-là, elle est optionnelle. Elle est pénible et optionnelle. En pratique, c'est-à-dire que personne ne le fait. Personne ne s'échange ces caractères en hexadécimal. Alors, je suis certain que dans le chat, il y a des gens qui disent « si, moi je le fais ». C'est bien, c'est formidable, mais tout le monde ne le fait pas. Deuxième solution. SMIME, complètement différent.
Dans cette solution-là, Bob, de nouveau, il crée sa propre boîte et il va contacter une entreprise qu'on appelle une autorité de certification. Donc, il envoie à cette autorité de certification la boîte en question, son nom, typiquement une photocopie de sa carte d'identité, un peu d'argent aussi, parce qu'il faut les payer, les autorités de certification. L'autorité de certification, son job, c'est de vérifier que Bob est bien celui qu'il prétend être. Et une fois qu'elle a fait ce travail-là, elle renvoie à Bob la fameuse boîte signée, donc avec un tampon matérialisé par Certified ici, qui dit, moi, autorité de certification, je garantis que cette boîte-là est bien la boîte qui appartient à celui qui prétend s'appeler Bob. Maintenant, Bob a une boîte certifiée, il peut l'envoyer à Alice directement par mail, par exemple. Et ce que Alice reçoit, ce n'est pas juste une boîte, c'est une boîte certifiée par l'autorité de certification. Si elle fait confiance à cette autorité de certification, le tour est joué parce qu'elle sait, elle se dit, OK, cette autorité de certification, ce n'est pas n'importe qui, je peux lui faire confiance, elle a bien vérifié l'identité de Bob, ça veut dire qu'elle a bien vérifié que cette boîte appartient bien à Bob et donc cette boîte est bien celle de Bob, tout va bien. Tout va bien, on est bien d'accord que là, pour que les choses fonctionnent, on a dû faire confiance à un tiers, dont c'est le métier. On appelle ça une autorité de certification. En résumé, pour sécuriser le mail, pour réaliser ce fameux chiffrement de bout en bout, l'essentiel est de réussir à authentifier la boîte. Donc, s'assurer pour Alice que cette boîte appartient bien à Bob. Deux méthodes. PGP. Sa difficulté, c'est que cette solution vous demande d'échanger 40 caractères en hexadécimal sur un canal authentique, comme le téléphone. Mais l'avantage, c'est que vous n'avez aucun tiers de confiance. Et ça, c'est plutôt sympa. Deuxième solution, S-MIME, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Alors, ça dépend des cas, mais c'est sur le papier plus facile à utiliser. Le problème, c'est qu'il y a un tiers de confiance qui est la clé de voûte de toute la sécurité. Ça, c'était pour le mail. Alors, on va se demander maintenant comment fonctionnent les messageries instantanées dont on vous rabat les oreilles, WhatsApp en particulier. Alors, on dit WhatsApp parce que moi, on est sûr que celle-là, tout le monde la connaît. Mais ce qu'on va vous dire, c'est vrai, pas seulement pour WhatsApp, c'est vrai pour Signal, pour Trema, pour Message d'Apple, pour, je ne sais même plus, Wire, etc., etc. C'est vrai pour toutes les messageries qui font du chiffrement systématique de bout en bout. Et juste un tout petit mot sur les autres, celles qui font du chiffrement optionnel. Par exemple, Telegram. Telegram, qui a la réputation d'être une messagerie qui fait beaucoup de cryptographie, en fait, elle en fait assez peu, puisqu'elle ne fait pas de chiffrement de bout en bout. Alors, elle en fait, si vous décidez de faire d'activer l'option quand vous êtes en one-to-one, mais dès lors que vous faites une conversation de groupe sur Telegram, les messages sur Telegram ont la même sécurité que l'email sans chiffrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité. Si jamais vous utilisez Telegram pour des raisons de sécurité, sachez simplement qu'il n'y a pas de chiffrement de bout en bout dans Telegram. Mais donc, on va se limiter aux messageries de gauche et on va voir comment ça fonctionne. Donc, on va reparler de chiffrement de bout en bout. Comment ça marche? C'est quoi la plaquette commerciale de WhatsApp? Donc, sur WhatsApp, vous êtes un numéro. C'est triste, mais c'est comme ça. Vous êtes votre numéro de téléphone. Donc là, nous n'avons pas Alice, nous avons le 06 45 77 36 10 qui veut parler au 06 à l'autre. Et vous avez, au cœur de l'architecture, un serveur de distribution de WhatsApp. On oublie les serveurs SMTP, il y a moyen de faire beaucoup plus efficace aujourd'hui. Comment ça se passe? Alice prend la boîte du 06 99 47, elle rentre son message dedans, elle ferme la boîte, elle envoie cette boîte directement au serveur de distribution de WhatsApp qui peut notifier avec une notification push le téléphone du 06 99 qui va chercher le message immédiatement, ça met moins de 300 millisecondes et le message est ouvert. Pour ceux qui ont utilisé WhatsApp, ils savent que ça marche bien et que c'est efficace. Évidemment, la question pour WhatsApp, c'est la même que pour le mail, mais d'où vient cette boîte? Comment est-ce que le 0645 s'est procuré la boîte du 0699? Instant quiz. À votre avis, vous avez 10 secondes. Est-ce que WhatsApp utilise une architecture à la PGP, sans tiers de confiance? Ou est-ce que WhatsApp utilise une architecture à la SMAM dans laquelle vous avez un tiers de confiance? Là, comme ça, en présentiel, c'est plus sympa. Il y a tout le monde il y a beaucoup de gens qui répondent 2, donc à l'ESMAIM, mais quelques-uns sur du PGP. Eh bien, ceux qui ont répondu 2 ont gagné. Voilà. C'est à la SMIME, ce n'est pas à la PGP. Si ça avait été à la PGP, vous seriez obligé d'échanger des trucs. Et là, vous n'échangez rien, en fait. Ça marche tout seul. Ça veut dire, si ça marche tout seul, ça veut dire que vous êtes comme dans une situation à la SMIME. Ça veut dire qu'il y a un tiers de confiance. Et ça, WhatsApp, il n'en parle pas du tout. Donc, dans WhatsApp, il y a un annuaire central, une sorte d'autorité de certification. Sauf que ce n'est pas une autorité de certification qui a pignon sur rue et qui dit être une autorité de certification. C'est un annuaire gigantesque, qui appartient à WhatsApp, donc à Facebook, sur le sol américain, et qui regroupe l'intégralité des 2,5 milliards de numéros de téléphone qui utilisent WhatsApp. Alors, comment ça se passe quand vous installez WhatsApp la toute première fois? En fait,
vous parlez à cet annuaire. La première étape, c'est de lui envoyer votre numéro de téléphone pour lui dire « Annuaire, je suis le 0699 et j'utilise WhatsApp ». Alors, WhatsApp, quand même, ils aimeraient vérifier que vous êtes bien le propriétaire de ce 0699. Pour vérifier ça, il va vous envoyer un PIN par SMS. Donc un canal particulièrement non sûr. Mais il vous envoie un PIN par SMS. Et si vous êtes capable de lui renvoyer le PIN, ce qui prouve que vous êtes bien, selon WhatsApp, que vous êtes bien le propriétaire de ce numéro de téléphone, eh bien, vous lui renvoyez le PIN et le coffre. Et WhatsApp, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il stocke votre numéro de téléphone et à côté du numéro de téléphone, il stocke le coffre. Ça, c'est ce qui se passe quand vous installez WhatsApp pour la première fois. Quand Alice, le 0645, veut parler à Bob, en fait, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle upload tout son carnet d'adresse, typiquement. Bon, là, on a simplifié, on a juste envoyé le numéro de téléphone de Bob. Elle envoie le numéro de téléphone de Bob à l'annuaire, et l'annuaire lui dit, Alice, enfin, il ne dit pas Alice, il lui dit 0645, pas de problème. Le coffre de ce numéro de téléphone-là, il existe, je l'ai. Le voilà, et je te promets, Alice, que c'est bien le bon coffre. C'est bien celui de Bob. Ce n'est pas un coffre que j'ai fait moi-même. C'est bien le coffre de Bob. Et si vous utilisez WhatsApp, eh bien, en fait, sans vous en rendre compte, vous faites confiance à cet annuaire pour qu'il vous donne le bon coffre. Donc ça, c'est l'annuaire central de WhatsApp. Ça marche d'une certaine manière comme S-MIME, sauf que c'est un peu plus planqué. Et cet annuaire, exactement comme une autorité de certification, eh bien, cet annuaire, c'est un tiers de confiance pour 2,5 milliards de personnes. Donc, de notre point de vue, mais on n'est pas les seuls à penser comme ça, un tiers de confiance pour 2,5 milliards d'utilisateurs, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que vous avez une sorte d'illusion de sécurité. Cette architecture-là, à base de tiers de confiance, c'est celle de WhatsApp, mais comme je vous le disais, c'est aussi la même sur Signal, la même sur Trema, la même chez Apple. Toutes ces solutions reposent en fait sur cet annuaire. Nous, on appelle ça un modèle de sécurité. C'est-à-dire qu'on suppose qu'il existe un annuaire quelque part qui est digne de confiance. Et sous cette réserve-là, eh bien, les choses fonctionnent. Le problème, c'est l'hypothèse. L'hypothèse que ce tiers est de confiance, quand il y a autant d'utilisateurs, elle commence à avoir assez peu de sens. D'autant plus que vous n'avez aucun contrôle sur cet annuaire, d'autant plus que vous n'avez pas le choix, dans le cas de WhatsApp en particulier. Si vous utilisez WhatsApp, vous êtes obligé de faire confiance à cet annuaire. Si ça ne vous plaît pas, vous désinstallez WhatsApp. Un mot sur Olvid. Donc, la solution évidente à ce problème d'annuaire, c'est de le supprimer. Sans annuaire, plus de problème. Donc, c'est ce qu'on a fait. Nous, dans Olvid, on s'est dit, pour avoir une solution honnête, en fait, puisque personne ne parle de cet annuaire, on ne va pas en parler non plus, mais nous, on va le supprimer. C'est-à-dire que dans Olvid, il n'y a pas d'annuaire central. On a bien un serveur de distribution de messages, donc on a des serveurs quand même, mais on n'a pas d'annuaire central qui centralise des données personnelles d'utilisateurs. Donc, comment ça marche? Très rapidement, Bob envoie, un peu à la PGP, son identité, on appelle ça à nous, mais la boîte en question, il l'envoie directement à Alice, par SMS, par un canal non sûr, par mail, par WhatsApp. Et là, ça va permettre à Alice d'inviter Bob en un clic. Donc, elle clique « Inviter Bob ». Et là, il va y avoir un protocole cryptographique. C'est ce qui nous rend si différents. On a un protocole cryptographique qui est non interactif. Donc, il va échanger un certain nombre de messages entre Alice et Bob. Ça se fait de manière transparente. Il ne le voit pas. Et à l'issue de ce protocole-là, Alice et Bob vont devoir se poser la question, est-ce qu'on est sûr, parce que tous ces messages dont je vous parle, ils passent que par des canaux qui ne sont pas nécessairement sécurisés ou dont la sécurité n'est pas vérifiable par Alice et par Bob. Donc, une question assez naturelle, c'est est-ce que la boîte que Alice a en main, est-ce que c'est bien celle de Bob et inversement? Donc, comment est-ce qu'on s'assure qu'aucune attaque n'a eu lieu sur tout ce protocole cryptographique-là? L'idée centrale, elle est assez simple. Si dans tous ces échanges qui ont eu lieu là, tous les messages envoyés par Alice et tous ceux qu'elle a reçus correspondent très exactement à tous les messages qui ont été reçus et envoyés par Bob, c'est qu'aucune attaque n'a eu lieu. Les messages n'ont pas été manipulés. Et là, on sait, pour des raisons prouvées en cryptographie, on sait qu'il n'y a pas eu d'attaque. Donc, le challenge, là, c'est de vérifier que tout ce que Alice a reçu et a envoyé, ça correspond bien à tout ce que Bob a envoyé et reçu. Et ben, comment est-ce que ça se matérialise, ça? Ça se matérialise par l'affichage à l'écran d'Alice et de Bob de 4 chiffres potentiellement différents. Et le job d'Alice et de Bob, c'est de s'échanger ces 4 chiffres. Alors, on n'échange pas 40 caractères en hexadécimal dans vide, on échange 4 chiffres de part et d'autre. Et typiquement, exactement comme dans PGP, on va les échanger sur un canal authentique, typiquement par téléphone, en présentiel, que sais-je, de manière authentique. 4 chiffres des deux côtés. Une fois que cet échange-là est fait, et vous le faites une fois et une seule dans la relation que vous avez entre Alice et Bob, et bien en fait, le tour est joué. On se retrouve dans une situation où Alice a la certitude d'avoir la boîte de Bob, Bob a la certitude légitime d'avoir la boîte d'Alice,
Et à partir de là, Olvid fonctionne comme n'importe quelle autre messagerie qui fait du chiffrement de bout en bout. Chez nous, avec le protocole qui a été mis en œuvre, on peut prouver en fait que la probabilité de succès d'une attaque de quelqu'un qui aurait un contrôle total sur notre serveur, donc nous on part du principe que notre serveur il est piraté dès le départ, hein, avant même que tout ça n'existe, quelqu'un qui aurait piraté notre serveur et qui ferait absolument tout ce qu'il veut sur notre serveur, la probabilité de succès d'une attaque, c'est 1 sur 100 millions. On a estimé que c'était correct. Et c'est cette technologie-là qui a fait qu'on a gagné les prix que je vous ai déjà cités, sur lesquels je vais pas revenir. Très rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première partie de la présentation? Crypto, c'est rigolo. Le chiffrement de bout en bout dont tout le monde parle, en fait, c'est facile. Le chiffrement, c'est une technologie qui est maîtrisée. Il n'y a pas de sujet, en fait. Alors, sauf chez Zoom, mais ça, c'est une autre question. Le chiffrement de bout en bout, de manière générale, ce n'est pas un problème. La vraie problématique en cryptographie, ce n'est pas le chiffrement, c'est l'authentification. Si vous n'avez pas une bonne authentification, vous pouvez essayer de chiffrer ce que vous voulez. De toute façon, vous n'avez aucune espèce de garantie. WhatsApp et compagnie, la solution qu'ils ont trouvée, c'est d'avoir un annuaire dont ils parlent peu. Si vous avez un WhatsApp, l'annuaire est aux États-Unis. Certaines solutions ont décidé de rapatrier l'annuaire en France. Vous savez, des solutions avec des serveurs en Russie, d'autres en Suisse. Vous choisissez le pays que vous préférez, mais vous avez systématiquement un annuaire. Et à notre connaissance, Olvid est la seule messagerie qui n'utilise pas d'annuaire et qui s'appuie sur le lien naturel entre les utilisateurs. Mathieu, je te laisse la suite. Oui. Donc, voilà. Donc là, on a parlé un petit peu du mail, historiquement, mais qui continue d'être utilisé. Mais au-delà du chiffrement de bout en bout, le mail a aussi des problèmes sur les métadonnées qui passent en clair, des choses comme ça. On sait qu'on n'arrivera jamais à sécuriser le mail suffisamment, ne serait-ce que parce que c'est un protocole qui date des années 70 et qui a été conçu d'abord pour fonctionner et sur lequel on a essayé de rajouter de la sécurité après. C'est toujours une mauvaise idée. Si on ne pense pas à la sécurité dès le début, c'est très difficile. Les solutions comme WhatsApp, Signal, tout ça, ont été pensées avec la sécurité dès le début. Enfin, WhatsApp, non, au début, ils n'en avaient pas. Mais ils ont réussi à changer leur protocole entre deux. On arrive à faire de la sécurité, mais ils ont dit, si je n'ai pas d'annuaire, je demande un travail à mes utilisateurs et je n'aurai jamais d'utilisateurs. Ça, c'était leur conviction. Nous, on est convaincus du contraire. Et chez Olvid, on n'a pas d'annuaire et on arrive à avoir des utilisateurs quand même. Donc, c'est une très bonne chose. Voilà, donc ça, c'est un sujet un peu spécifique qui est la messagerie instantanée. Mais en fait, on a des produits de sécurité de plein de natures différentes qu'on va utiliser au quotidien. Des gestionnaires de mots de passe, des outils de vidéoconférence, des choses comme ça. Et j'ai envie qu'on refasse un petit peu un tour ensemble des questions à se poser quand on doit choisir une telle solution. Alors, je vais passer sur quelques questions qu'on peut se poser. Ce n'est pas exhaustif, c'est juste pour vous donner une idée un peu en gros de comment vous, en tant qu'utilisateurs normaux, qui n'avez pas une expertise en cryptographie, pouvez essayer de comprendre ce qui se passe dans ces solutions et est-ce qu'elles sont sûres ou non sûres. Donc, je vais passer par 4 solutions que je vais prendre comme exemple, qui sont des solutions que j'ai pris un peu au hasard, mais qui ont chacune des spécificités, et Olvid, et on va essayer de comparer, en se posant certaines questions, comment ça se passe dans ces différentes solutions. Donc, les solutions Office 365, Google Suite, ou Google Workspace, maintenant ça s'appelle, que tout le monde connaît, qui sont des suites bureautiques dans le cloud. Chap, qui est une messagerie instantanée faite par la DINUM, donc un service de l'État, qui est une messagerie au service des services gouvernementaux, donc c'est utilisé par les ministères, par les gendarmes, voilà, ainsi de suite. Shadline, qui est un système de communication et partage de fichiers français qui est très intéressant. Et OnePassword, un coffre-fort à mot de passe, une solution américaine, qui a certaines spécificités aussi. Et ces 4 solutions, on va s'en servir donc pour illustrer les questions suivantes. Première question qu'il faut se poser, c'est où sont stockées les données? Et en fait, où sont stockées les données? C'est une question qui n'a pas forcément d'importance selon la façon dont ces données sont chiffrées. Et donc, la question naturelle, c'est comment les données sont-elles chiffrées? Qui détient les clés? Ensuite, une question fondamentale, comment l'utilisateur accède-t-il à ces données? Souvent, la simple fait de savoir comment l'utilisateur accède à ces données permet de décider si oui ou non la solution est sécurisée. Ensuite, une question qui est un petit peu plus, dirais, est-ce qu'il y a un risque de hack ou pas? En fait, c'est dans cette solution, une attaque de masse est-elle possible? Souvent, c'est une question à laquelle il est difficile à répondre quand on n'est pas expert, mais on va essayer de voir en gros quels sont les indices qui disent si une attaque de masse est possible ou pas. Et si une attaque de masse n'est pas possible, est-ce qu'une attaque ciblée est facile? Alors, une attaque ciblée, ce sera toujours possible. Il faut toujours passer de ce principe qu'une attaque ciblée sur une personne sera possible, mais la question, c'est est-ce que c'est facile? Et enfin, la dernière question, toujours, plus question géopolitique, contre qui veut-on se protéger? Avec toujours la question, si on veut se protéger contre sa petite sœur qui essaye de voir qu'est-ce qu'on est en train de faire sur son ordinateur ou qu'on veut se protéger contre un État, le gouvernement américain ou autre, forcément, ce n'est pas les mêmes moyens à mettre en œuvre pour se protéger. Donc, la première question, où sont stockées les données? Et donc, les différents choix qui peuvent exister, en général, sur les solutions cloud qu'on a aujourd'hui, c'est
Les données sont dans le cloud, soit un cloud US, avec tous les problèmes de Cloud Act et ainsi de suite, soit un cloud souverain, donc un cloud français ou autre, soit on-premise, c'est quelque chose qui est en train de disparaître et que j'aurais tendance à dire c'est à éviter, parce que stocker les données chez soi, ça coûte cher, c'est pas forcément très sûr. Si on veut de la résilience, c'est très compliqué. Donc ça, c'est probablement un choix qui est en train de disparaître. Et après, la solution de stocker les données directement sur le device qui va l'utiliser. Et ça, bien sûr, c'est pas appliqué à tous les usages. Et si on regarde dans le cas de la messagerie instantanée, bah, typiquement, c'est ça qu'on fait dans le vide, les données ne sont que sur le device. Si on regarde donc les choix pour nos 5 solutions, bah, Office 365, c'est du cloud américain. Chat, c'est du cloud souverain, c'est hébergé par l'État français, donc c'est du cloud français. Shadlan, c'est sur des serveurs hébergés en France dans des clouds sécurisés français. OnePassword, on est sur du cloud US. Et Olvid, c'est un device. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on est avancé pour savoir si oui ou non la solution est sécurisée? Ben, ma réponse, c'est que non, on n'est pas tellement avancé. Et sur Olvid, si nos données étaient dans un cloud US, à partir du moment où elles sont chiffrées de façon convenable, ce n'est pas forcément un problème. Et donc la question naturelle, c'est comment les données sont-elles chiffrées? Et là encore, il y a plusieurs choix qui arrivent souvent. Soit il n'y a pas de chiffrement, soit il y a juste du chiffrement de disque dur. Ça, en pratique, le chiffrement de disque dur, c'est une super solution pour que tout le monde dise « mes données sont chiffrées ». En pratique, ça n'apporte aucune sécurité. Ça protège uniquement contre des gens qui se feraient voler des disques durs. En pratique, les attaques aujourd'hui, les gens ne vont pas dans les data centers voler des disques durs, c'est plutôt exploiter une faille de sécurité et voler les données sur un système qui est en marche, en train de tourner. Et là, dans un cas de chiffrement de disque dur, les disques durs sont déchiffrés pendant l'usage, donc ça n'apporte pas de sécurité. Donc en gros, les deux premiers, c'est pareil. Ensuite, il y a le chiffrement par mot de passe. Il y a beaucoup de gens qui s'appuient là-dessus. Mais encore une fois, c'est un peu une illusion de sécurité. Vous le savez tous, les mots de passe, 90% du temps, ne sont pas assez solides. Et donc, un système basé sur du chiffrement par mot de passe, ben, globalement, vous allez pouvoir lire 90% des données. Et il y a peut-être 10% des utilisateurs qui ont leurs données avec un petit peu de sécurité parce que leur mot de passe a été bien choisi. La seule solution qui permet d'apporter vraiment de la sécurité, c'est un chiffrement via une clé utilisateur. Le problème qui va avec ça, c'est forcément tous les problèmes de gestion de cette clé utilisateur. Qu'est-ce qui se passe quand je perds ma clé? Est-ce que je perds l'accès à mes données? Ainsi de suite. Donc, encore une fois, ce n'est pas forcément quelque chose qui est adapté à tous les scénarios. Si on reprend le cas de nos 4 exemples, ben Office 365, on est sur du cloud US avec du chiffrement de disque, donc pas de chiffrement. Ce que ça veut dire, c'est que l'État américain ou n'importe qui a accès au serveur a accès à toutes les données en clair et peut se servir comme il veut. Donc ça, effectivement, le Cloud Act prend tout son sens sur des systèmes avec uniquement du chiffrement de disque. Vous êtes sur un cloud américain, le gouvernement américain peut aller lire vos données. Office 365 et Google Suite, de toute façon, on ne les utilise pas pour la sécurité, on les utilise pour la productivité parce que ça fait gagner un temps phénoménal. Et même nous, chez Olvid, on est bien obligé d'utiliser ça. On est une startup, on ne va pas perdre du temps à échanger des données sur des feuilles de papier. Il faut bien travailler efficacement, donc on n'a pas vraiment le choix. Si on arrive à trouver un équivalent de Office 365 sur un cloud européen, déjà, on pourrait échapper au Cloud Act, ça serait déjà un progrès. Mais après, est-ce qu'on peut le faire on-premise avec le même niveau de sécurité et des choses comme ça? Ce n'est pas forcément les bonnes questions à se poser. La question, c'est est-ce qu'on pourra un jour avoir un Office 365 chiffré avec des clés utilisateurs et la même simplicité d'utilisation? Et là, c'est même pas sûr que la cryptographie apporte les solutions qu'on veut pour résoudre ce problème efficacement. Si on prend l'exemple de Chat, on a du chiffrement de disque et une clé utilisateur pour certains messages, pas forcément tous les messages de groupe, mais pour les messages one-to-one, on peut l'avoir. Sur du cloud souverain, voilà la question contre qui on va se protéger. Le chat est utilisé par le système, par les services gouvernementaux en France. Le serveur est hébergé par le gouvernement français. C'est naturel que les ministères fassent confiance au gouvernement pour protéger leurs données. Il n'y a pas vraiment de problème en fait au fait que les données soient accessibles par le gouvernement. C'est le gouvernement qui a ses propres données accessibles par lui-même. Si on décide d'ouvrir chat à la population française en entier, là on peut se poser la question, est-ce que c'est normal que le gouvernement français puisse lire les données des citoyens français? Et là, c'est tout un autre problème. On ne va pas rentrer dans ce débat. Ce n'est pas à nous d'apporter la réponse à ça. Et voilà. Shadline, on est sur du cloud souverain avec du chiffrement par mot de passe. On va voir comment est-ce qu'on sait que c'est juste du chiffrement par mot de passe sur la question d'après. OnePassword, on a le cloud US, mais là, on a une vraie clé utilisateur. Et donc, d'un coup, si on doit comparer la sécurité entre un OnePassword et un Shadline, là, c'est très compliqué. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Ce n'est pas clair du tout. Et Olvid, on est sur du on-device avec uniquement du chiffrement de disque qui est fait par les devices. Mais à partir du moment où on est on-device, on n'a pas forcément besoin de rajouter 50 couches de chiffrement parce que déjà, accéder aux données, ça veut dire accéder au device. C'est très différent par rapport à des données dans le cloud. Donc la question après, comment est-ce que l'utilisateur accède à ces données? Soit c'est juste du login mot de passe, soit c'est de la double authentification. Mais dans tous les cas, c'est du simple contrôle d'accès. À partir du moment où c'est uniquement du contrôle d'accès, ça veut dire que vous êtes obligé de faire confiance au fournisseur d'accès. Si vous êtes sur un système à base de contrôle d'accès, en gros, le fournisseur d'accès décide de s'il vous donne vos données ou non et décide de à qui il donne de vos données.
Un très bon exemple là-dessus, c'est une affaire qui avait eu lieu il y a pas mal de temps sur Dropbox, où Dropbox avait pendant quelques jours un problème sur l'authentification qui faisait que n'importe quel mot de passe était accepté. Ce que ça voulait dire, c'est que n'importe qui pouvait arriver sur le mode Dropbox, taper un email de quelqu'un qui connaît, taper un mot de passe au hasard et accéder à tous les fichiers. On voit tout de suite le problème. À partir du moment où la sécurité ne repose que sur du contrôle d'accès, même pas de chiffrement de mot de passe, rien du tout, ben en gros, n'importe quelle faille dans le système d'authentification, n'importe quelle faille sur le serveur peut donner l'accès à n'importe qui aux données. On a ça aussi quand on fait du partage de fichiers sur un Office 365. On est dans Office, on partage un dossier avec quelqu'un à l'extérieur. Si on fait la mauvaise manip et qu'on dit partager ce lien, le rendre accessible à n'importe qui a le lien pourra lire les données. C'est uniquement du contrôle d'accès et donc c'est très facile de faire des fausses manœuvres. Après, la question à se poser, est-ce qu'on peut accéder via un client web? Le client web, c'est une problématique compliquée parce que ce que ça veut dire, c'est que le code qui est utilisé pour accéder aux données peut être modifié à la volée par le serveur. À partir du moment où vous avez un client web pour accéder à vos données, le code qui s'exécute, c'est du JavaScript que vous avez téléchargé à la volée depuis le serveur. Si le serveur décide de vous envoyer du code malveillant, il peut voler toutes vos données. La dernière solution, c'est l'accès aux données via une application dédiée, un client lourd, et de la cryptographie pour faire le contrôle d'accès. C'est typiquement le cas d'Olvid. On accède aux données via des clés qui sont stockées dans une application. Encore une fois, ça ne s'applique pas à tous les scénarios. Donc, si on regarde un petit peu, Office 365, c'est uniquement du contrôle d'accès, login, mot de passe, avec un client web. On est dans un modèle où on fait 100% confiance à Microsoft, 100% confiance à Google, et où une erreur, une fausse manipulation peut arriver. On peut partager facilement ces données avec quelqu'un avec qui on ne souhaitait pas le faire. Juste, on tape mal l'email et c'est partager la mauvaise personne. Chat, là aussi, c'est de l'accès par login, mot de passe, avec une clé quand on utilise le client lourd, mais aussi un client web. C'est-à-dire que même si on a une clé avec de la sécurité, à partir du moment où on a un client web, le serveur peut essayer de nous voler notre clé privée via du code malveillant dans le client web. Shadline, pareil, login, mot de passe avec un client web. En fait, Shadline, si vous vous posez la question comment les données sont chiffrées sur Shadline, ils le disent sur leur site web assez clairement, les données sont chiffrées, tout est chiffré chez eux et ils n'ont pas accès aux données parce qu'ils n'ont pas votre mot de passe. Mais à partir du moment où vous avez accès à vos données uniquement en tapant un login et un mot de passe, c'est que le chiffrement ne peut pas être fait avec quelque chose de plus solide que juste votre mot de passe. Donc, si vous utilisez Shadline, il y a moyen d'avoir de la sécurité, mais ça nécessite d'avoir un gros mot de passe très sécurisé. En gros, un mot de passe, il contient beaucoup d'entropie que vous ne pouvez pas deviner par une attaque force brute. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise solution, ça veut dire que c'est une solution qui va demander un travail à l'utilisateur. OnePassword, là, on a une vraie clé. Il y a un client web, mais par contre, on n'a pas possibilité d'accéder aux données uniquement avec un mot de passe. C'est-à-dire que si vous arrivez sur OnePassword avec un nouveau navigateur auquel que vous n'avez jamais utilisé pour accéder à vos données, il va vous demander de rentrer une clé que vous avez normalement notée au moment où vous avez généré votre compte OnePassword. Vous l'avez notée sur un bout de papier et il faut rentrer cette clé. Cette clé, elle contient une entropie suffisante pour garantir que OnePassword ne peut pas deviner cette clé tout seul. Alors bien sûr, cette clé a été générée dans le navigateur par du code qui a été envoyé par OnePassword. À chaque fois que vous accédez à vos données, la clé est chargée en mémoire dans le navigateur et pourrait être volée par OnePassword. Donc le vrai problème là, c'est le client web. Si vous avez une solution comme OnePassword avec un client lourd signé que vous utilisez une fois pour toutes et que vous ne modifiez pas, vous pourriez avoir une garantie sur la sécurité de vos données. La question, qu'est-ce qui se passe quand vous perdez votre clé? Malheureusement, vous perdez l'accès à vos données. Olvid, on a une application dédiée avec de la cryptographie. Les données sont sur le device. Là, on est dans le même problème que OnePassword. Si vous perdez votre téléphone, vous avez perdu vos données. Alors, bien sûr, nous, on a un système de backup, pareil, avec une clé qu'on a notée sur un bout de papier, qu'on peut garder dans un tiroir chez soi. Moi, j'ai ma clé à la maison. Bien. Quand on change de téléphone, on peut télécharger ce backup et la clé permet de le déchiffrer. On retrouve tous ces contacts et des choses comme ça, mais ça demande un travail utilisateur et ça demande de faire attention. Les gens qui n'ont pas généré de backup sur Olvid peuvent perdre leurs données si leur téléphone est détruit. Et ça va avec. Et l'avantage des solutions cloud, c'est que vos données ne seront jamais perdues. Bien sûr, il y en a toujours une copie à la NSA, donc c'est facile, vous pourrez les retrouver. Mais si vous perdez votre mot de passe, il y aura tout ce qu'il faut pour vous aider à retrouver vos données. Donc, c'est toujours un peu un compromis entre garder l'accès aux données, rendre la sécurité des données, la persistance des données facile, ou avoir une garantie de sécurité. Et les deux sont un petit peu antagonistes dans ces problèmes, donc ce n'est pas toujours évident de décider quel est le bon choix selon l'usage. Voilà, donc là, c'était un peu les questions. Comment est-ce que j'accède à mes données? Comment elles sont chiffrées? Maintenant, on a des questions qui sont un petit peu plus métaphysiques, qui est en gros, contre qui je veux m'attaquer? Et est-ce que je veux me protéger juste contre une attaque de masse? Ou est-ce que je me dis, moi aussi, je vais être ciblé et je veux me protéger contre des attaques ciblées? Et en fait, la question qu'il faut se poser systématiquement quand on est en train de réfléchir entre attaque de masse et attaque ciblée, c'est quel est le coût d'une attaque? Quel est le retour de surinvestissement pour un adversaire, pour un hacker qui voudrait voler vos données? Alors, c'est toujours un petit peu bizarre de parler de retour sur investissement sur des choses comme ça, mais c'est exactement comme ça que ça se mesure.
vous avez des mafias qui font du vol de données parce qu'elles savent qu'elles peuvent les revendre derrière. La question, c'est combien ça leur coûte, quel est le risque qu'elles prennent à voler ces données, combien ça leur rapporte de les revendre derrière. On sait que des comptes mail valides, ça se revend selon la nationalité de la personne, entre 10 et 100 dollars sur un compte mail chez Gmail ou des choses comme ça. Bon, voilà. Un Américain, en général, son compte vaut plus cher parce qu'avec son compte mail, on pourra facilement voler son identité, des choses comme ça. Donc, c'est toutes des choses qui vous savez, ça circule sur l'Internet, le dark web et ainsi de suite. La question, dans tous ces systèmes dont j'ai parlé avant, est-ce qu'une attaque de masse est possible ou est-ce qu'il faut forcément faire une attaque ciblée? Et sur une attaque ciblée, on se rend compte que l'attaque va forcément être plus chère parce que le retour sur investissement sera plus faible. J'ai une attaque ciblée, je dois mettre en œuvre quelque chose pour voler les comptes d'une personne. Une attaque de masse, je mets quelque chose en œuvre, mais d'un coup, je vais pouvoir voler 1000, 10 000, 100 000 comptes d'un coup. Ce n'est pas du tout le même retour sur investissement. Voilà. Donc, est-ce qu'une attaque de masse est possible? La vraie question fondamentale, c'est est-ce que les données sont centralisées? Et quel est le niveau de protection des serveurs? À partir du moment où les données sont centralisées, il faut vous dire qu'une attaque de masse est nécessairement possible. Si on reprend l'exemple de WhatsApp dont on parlait au début, l'annuaire central, c'est exactement ça. Les données sont centralisées. Alors, dans WhatsApp, les données sont plutôt sur les téléphones des gens, il y a des backups, un petit peu des choses comme ça. Mais à partir du moment où vous avez un point central sur lequel un adversaire, il suffit que l'adversaire prenne le contrôle de l'annuaire, il peut se mettre à distribuer des clés, des mauvaises clés à tout le monde, et il pourra alors déchiffrer tous les échanges de tout le monde. Donc là, on se dit, on fait une attaque sur un serveur, on n'a aucune garantie sur le niveau de sécurité de ce serveur d'ailleurs. Donc, un hacker un peu malin fait une attaque sur ce serveur et peut d'un coup intercepter les échanges de tout le monde sur WhatsApp assez facilement. Si on est sur un système à base de contrôle d'accès avec des possibles erreurs de configuration, c'est pareil, une attaque de masse peut être assez facile. Donc, c'est très important quand on est administrateur d'une entreprise pour le Office 365 ou Google Suite d'une entreprise, de mettre en place toutes les règles qu'il faut pour éviter un partage accidentel de données sensibles avec la Terre entière. C'est très facile sur Google Drive de dire je prends ce drive, je le partage avec tout le monde qui a le lien et de poster le lien sur Twitter par erreur ou un truc comme ça. Il faut déjà chercher. Hein. La personne qui fait ça n'est pas douée. Mais ça peut arriver qu'on ait des données qui soient partagées avec la Terre entière comme ça. Donc, dans ces cas-là, c'est l'attaque de masse, l'attaque assez large est possible. Les attaques ciblées, tout de suite, on va être sur des systèmes, quand on a un système décentralisé, typiquement, vous pourrez parler des systèmes comme Mastodon, où l'idée, c'est de dire chacun a son serveur avec des choses comme ça. C'est des idées assez intéressantes pour dire je décentralise les données. Il y a un seul protocole, tout le monde est compatible, mais par contre, quand je vais hacker un serveur, je vais récupérer les données que d'un petit groupe de personnes. Dans le cas d'Olvid, mes données sont que sur mon téléphone, nulle part ailleurs. Si je veux voler les données, il faut que je fasse cibler un téléphone spécifique. Donc, dans certains cas, un vol de mot de passe peut suffire pour une attaque ciblée. Des fois, une interception de SMS peut suffire. Typiquement, dans WhatsApp, n'importe qui est capable d'intercepter un SMS dans WhatsApp, dans Signal, dans Telegram, une interception de SMS peut suffire à voler le compte de la personne. Alors, dans Signal, il y a un code PIN à deviner en plus, mais WhatsApp, Telegram, un vol de SMS, on vole les données de la personne. Donc là, l'attaque ciblée est vraiment hyper facile. Il suffit que quelqu'un mette une antenne relais pirate dans un endroit où il y a du monde, il va intercepter plein de SMS et peut directement voler les comptes WhatsApp de plein de monde. On pourra utiliser des attaques de phishing ciblées. Donc là, selon les cas, est-ce que c'est facile de prendre le contrôle d'un compte, des choses comme ça? Si c'est des comptes où c'est juste du contrôle d'accès, le phishing va permettre de voler un mot de passe et ça suffit des fois pour voler l'accès. Sur une solution comme Olvid, où les données ne sont pas, c'est pas du contrôle d'accès par mot de passe, voler les données d'Olvid nécessite de s'introduire sur le téléphone. Donc tout de suite, c'est des attaques qui sont un peu plus dures. C'est difficile d'industrialiser ça. Il faut cibler la personne et aller réussir à s'introduire sur son téléphone. Alors bien sûr, il y a des applications malveillantes sur les stores qui pourraient faire des choses comme ça, mais ça coûte plus cher et c'est plus dur d'avoir un bon retour sur investissement. Voilà, donc c'est ça l'idée. Il y a beaucoup de gens qui disent les solutions à base de blockchain sont intéressantes parce que la blockchain, c'est décentralisé. Il faut garder en tête un truc, c'est que la blockchain, ce n'est pas du tout décentralisé. La blockchain Bitcoin, c'est décentralisé pour le calcul de la blockchain, mais par contre, il y a une blockchain quelque part qui est 100% centralisée. Et donc, oui, c'est difficile de manipuler la blockchain parce qu'il y a plein de monde qui contribue au calcul, à la vérification des blocs, qui fait qu'il faut mettre en œuvre beaucoup de calculs pour réussir à manipuler la blockchain. Mais le jour où quelqu'un arrive à prendre le contrôle de plus de la moitié des nœuds de vérification d'une blockchain, ou de validation d'une blockchain, cette personne peut écrire ce qu'elle veut dans la blockchain. Et une fois que c'est écrit à un endroit centralisé, c'est une attaque sur la Terre entière. Tout le monde voit cette blockchain et verra les données manipulées. On sait qu'il y a pas mal de nœuds de minage de blockchain, de Bitcoin qui sont en Chine. Si le gouvernement chinois décide de couper l'Internet en Chine complètement, je pense qu'il y a plus de la moitié des nœuds de minage Bitcoin qui tombent et le gouvernement chinois peut les remplacer par des nœuds qu'eux maîtrisent. Et ils n'auront pas de mal à manipuler la blockchain s'ils le veulent. Donc, il faut toujours se méfier de ces solutions qui semblent être distribuées, qui en pratique ne le sont pas. Alors,
c'est une attaque, bien sûr, ce n'est pas une attaque qu'on va faire le week-end avec 3 PC dans un garage. Hein. C'est une attaque un peu d'envergure. Mais il faut garder en tête, c'est la donnée centralisée. Donc, toujours se méfier de ces solutions à base de blockchain en partie. Voilà. La dernière question, contre qui est-ce qu'on veut se protéger? Une question évidente, c'est déjà se protéger contre ses propres utilisateurs. C'est l'exemple typique de Google Drive, la personne qui va partager avec les mauvaises personnes. Une fausse manipulation est possible. À quel point est-ce que l'utilisateur risque de se tromper? C'est un des gros problèmes aussi de PGP ou de S-MIME. On est en train de faire du chiffrement de mail. On est dans un client mail qui sait à la fois envoyer du mail chiffré et du mail en clair. Si on oublie de cocher le petit cadenas ou si on décoche le petit cadenas par erreur, notre mail va partir en clair. Et donc, on aura beau faire l'effort d'échanger de PGP, on a fait le travail laborieux d'aller échanger avec tous ces contacts, ces 40 bits, ces 40 caractères hexadécimaux de fingerprint. À la fin, on a encore une probabilité de se tromper qui est assez importante parce que j'ai juste oublié de chiffrer le mail ou j'ai des choses comme ça. Donc ça, la question, est-ce que l'utilisateur peut se tromper, doit être centrale dans n'importe quel produit de sécurité. Dans Olvid, nous, on a cette approche vraiment dès le début de dire il faut que Olvid ne puisse jamais servir à envoyer des données en clair. En gros, quels que soient les choix de l'utilisateur, il ne doit pas pouvoir se tromper. Il faut toujours qu'il y ait un niveau de sécurité maximal. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est assez important. Et tout le monde n'a pas forcément ça en tête dans la conception des solutions de sécurité. Typiquement, en général, on va vouloir simplifier au maximum l'usage pour les utilisateurs. Et en faisant cette étape de simplifier au maximum, souvent, on va faire des raccourcis qui vont introduire des problèmes de sécurité. Après, la personne contre laquelle on veut se protéger en général, c'est un concurrent ou un hacker. Quand on est une entreprise, le principal adversaire, c'est notre concurrent qui va vouloir voler du secret industriel. Et ça, globalement, que ce soit un concurrent ou un hacker, c'est à peu près identique parce que le concurrent il va payer des hackers pour aller voler vos données. Et le hacker va essayer de voler vos données parce qu'elles ont de la valeur et parce qu'il pourra les revendre. Il y a un retour sur investissement aussi. Et donc, selon contre qui on veut se protéger, ce n'est pas les mêmes mesures. Et ensuite, il y a le dernier truc, une attaque contre un État. Si on veut se protéger contre un État, il faut garder en tête qu'un État qui veut vous attaquer, qui veut vous cibler, pourra toujours vous voler vos données. Donc, si le but, c'est de se protéger contre un État, la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer au moins de rendre une attaque de masse impossible et de rendre l'attaque ciblée la plus difficile possible. Donc, si on reprend un peu le cas, ce que je disais, Office 365, Google Suite, c'est très facile d'avoir une négligence utilisateur et bien évidemment, l'État américain a accès à tout, peut faire une attaque de masse très facilement. Chat, c'est l'État français. Les données sont sur un serveur en France. Un hacker qui arrive à hacker le serveur de l'État français pourrait prendre le contrôle, pourrait voler des données. Ce n'est pas forcément évident parce que l'État français est à peu près bien qualifié pour protéger des serveurs, mais on ne peut pas dire que ça n'arrivera pas. Un serveur, la question, ce n'est pas est-ce qu'il va se faire hacker. On sait qu'un serveur se fera hacker s'il y a de la valeur dessus. La question, c'est plutôt quand et à quel point est-ce qu'on peut retarder l'attaque. Et bien sûr, l'État français a accès aux données. Bon, voilà, mais ça, ce n'est pas forcément grave sur le cas d'usage. Shadline, l'opérateur ou un hacker, parce qu'il y a possibilité de se connecter via un client web et parce que le chiffrement est basé sur un mot de passe, l'opérateur ou un hacker pourra récupérer en gros les données de 90% des utilisateurs. Si quelqu'un s'introduit sur le serveur, vole des données, il va pouvoir faire une attaque offline, force brute, pour essayer de deviner des mots de passe et retrouver les données des gens. OnePassword, bien évidemment, on est sur une solution américaine. Donc, l'État US peut s'introduire sur le serveur s'il a envie, peut demander à OnePassword probablement de mettre du code JavaScript malveillant sur leur serveur et pourra récupérer des données. Mais en usage nominal, si on vérifie le code à chaque fois, le code JavaScript qui s'exécute à chaque fois, si on pouvait le vérifier à chaque fois, on pourrait avoir quelque chose de presque sécurisé. Une solution comme Olvid, à partir du moment où il n'y a aucune donnée centralisée, que les données sont uniquement sur le téléphone, ce qu'on peut dire, c'est qu'une attaque de masse n'est pas possible, même pour un État. Et donc, quelqu'un qui veut voler des données avec Olvid, sur Olvid, est obligé de s'introduire sur votre téléphone et sera obligé de faire une attaque ciblée contre vous. Si en gros, vous pensez que les États ne vont pas vous cibler, vous êtes en sécurité avec Olvid. Vous ne risquez pas de perdre vos données par erreur. Après, si bien sûr vous êtes ciblé par le gouvernement américain, le gouvernement chinois, le gouvernement israélien, le gouvernement français, je pense qu'il faut arrêter d'avoir un téléphone portable. Ce sera tout. Voilà, donc, en gros, c'est ça les questions à se poser. Ça ne répond pas à toutes les questions. Un élément qui est important en étant aussi cofondateur de Siebel Angel, moi j'ai un peu de visibilité sur les natures des fuites de données. Quelque chose qu'il faut savoir sur les natures des fuites de données en entreprise, c'est qu'en fait, les fuites de données ne sont pas le fruit de malveillance. La plupart du temps, ce qu'on voit passer sur Siebel Angel, les fuites de données que nous on voit, c'est le fruit de négligence. C'est des serveurs qui n'ont pas été sécurisés comme il faut, des données qui ont été posées à un endroit, pas par malveillance, juste parce qu'un utilisateur ne savait pas qu'il avait besoin de sécuriser. Donc c'est très important de s'assurer que quand vous êtes fait un produit de sécurité, l'utilisateur, par négligence, ne peut pas faire d'erreur. 9 cas sur 10, c'est le cas chez Siebel Angel, typiquement, des gens qui ont un backup de données à la maison qui est mal sécurisé, qui est exposé sur l'Internet entier. Dans 95% des cas, les fuites de données viennent de tiers. Ce n'est pas la grande entreprise qui fait fuiter ces données, c'est parce qu'elle a confié ces données à un sous-traitant, à un partenaire, à un avocat. Et donc, il est très important
d'avoir un moyen de sécuriser l'échange des données entre une entreprise et tous ses sous-traitants. C'est important d'avoir une solution qui est ouverte sur l'extérieur. Si vous avez une solution de sécurité qui est fermée sur votre entreprise, que vous faites un bunker, ben vos données, il y a bien un moment où elles doivent sortir de ce bunker. Et sécuriser le bunker, c'est bien. Il faut surtout sécuriser le lien extérieur. Et c'est ce qu'on trouve avec CyberAngel. En fait, les bunkers des grandes entreprises sont à peu près bien sécurisés. Ça fait 30 ans qu'on le construit à coup d'antivirus, de DLP et ainsi de suite. Quand vous partez à l'extérieur, ben ça part par mail, ça part par WhatsApp, les données, et ça se retrouve exposé sur des serveurs où vous n'avez aucun contrôle sur la sécurité. Dans Elvid, on a eu cette approche de dire c'est important que l'entreprise ait cette sécurité, mais c'est important qu'il puisse facilement, via la relation qu'il a avec son partenaire extérieur, créer ce canal sécurisé et échanger ces données en assurant qu'elles arrivent dans un endroit sécurisé qui est le device qui fait tourner Elvid chez le partenaire en face. Et ensuite, les fuites de données ont lieu à tous les niveaux. C'est-à-dire que les fuites de données, ce n'est pas uniquement les données stratégiques échangées par les COMEX, il y a tout. Il y a des données du top management, il y a des données consultants, des données RH, des données juridiques. Je dirais les meilleurs clients de CyberAngel, c'est des consultants qui ont des backups avec tous les travaux qu'ils ont fait pour telle compagnie et qui ont un backup à la maison sur un disque dur réseau où il y a les travaux que j'ai fait pour Total, pour Sogeti, pour ainsi de suite. Voilà. Je donne les noms de boîtes, c'est des exemples au hasard, mais voilà. C'est en gros le consultant qui a bien fait ce travail et toutes ses missions, tous les plans stratégiques pour différentes boîtes et qui a malheureusement mal sécurisé son NAS à la maison parce que ce n'est pas son métier. Et après, il y a toute une série de fuites de données aussi qu'on ne voit pas, qui va être tout ce qui est mafieux pour de la revente et essentiellement tout ce qui est étatique. Quand le gouvernement américain vole des données, ça ne se voit pas. Et c'est ça la difficulté. Voilà, donc c'était un peu un point de vue sur différentes choses. Une citation qui est intéressante, c'est une citation de Mark Zuckerberg. Le futur est privé, il disait ça en 2019. Donc venant de Mark Zuckerberg, Facebook, c'est un petit peu étonnant. Nous, la question, c'est pourquoi attendre le futur? C'est-à-dire qu'il y a des solutions de sécurité aujourd'hui qui fonctionnent, ben, commençons à les utiliser. Merci beaucoup, messieurs. C'était extrêmement intéressant. Je pense que ça a donné beaucoup d'éléments à tout le monde pour mieux comprendre les différentes applications qu'ils utilisent au quotidien. J'invite tout le monde à suivre ce que fait toute l'équipe d'Olvid donc, sur les réseaux sociaux et à aller voir leur site et à utiliser l'application aussi. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée. Et comme ça a été dit tout à l'heure, de voir sur le site d'Olvid toutes les preuves qui ont été faites par M. Abdallah et toutes les autres certifications et tests qui ont été réalisés. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On était plus de 150 ce soir sur la conf. Donc, il y a beaucoup de monde qui vous ont écouté. J'espère que ça a pu permettre à tout le monde d'avoir une meilleure vision sur les différents usages. Pour rappel de fin très très rapide, donc la conf était organisée donc, par le Club Cyber de l'Association des anciens de l'École de guerre économique. On vous invite à regarder toutes les autres conférences qui sont prévues et toutes les publications, etc., qui sont réalisées donc, sur le site aej.fr, là où vous êtes inscrit. Et dernière petite précision pour tous les professionnels qui sont parmi nous, nous avons pas mal d'étudiants parce que l'école de guerre économique, comme son l'indique, est une école. Donc, si vous avez des offres de stage, d'emploi, etc., nous avons plein d'étudiants avec de beaux profils. Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous pouvez répondre aux mails et me les transférer directement. On sera un plaisir de les passer à l'ensemble du réseau. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis. J'espère que tout le monde va utiliser Olvid maintenant pour échanger. Je vous souhaite une excellente soirée. Puis je vous dis à très bientôt. Et merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous d'avoir participé.